Cet entretien va être donné par David Pasternak, se trouvant à ma gauche, et moi-même, Alexandre Suénaud. Nous sommes tous deux des étudiants du Master 2 Archives professionnelles de l'Université de Bourgogne, qui est centré sur les archives des XXe et XXIe siècles. Nous avons pour cet entretien la chance d'avoir un invité de marque, Monsieur Laurent Vessière, qui a très aimablement accepté notre invitation et la captation de cette interview. Par ce fait, l'actuel directeur de l'ECPAD, l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, contribue à la bonne formation des futurs archivistes. Cet entretien va se dérouler sous le regard bienveillant de M. Christophe Lafaille, archiviste et docteur en histoire, et de nos collègues de promotion. En la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon, dans la salle 214, le jeudi 16 novembre 2023, de 13h12 à 14h12. Il y aura un petit temps pour les questions de l'audience ensuite. Donc, on va peut-être commencer par le commencement. Monsieur Laurent Vessière, qui êtes-vous? Est-ce que vous pourriez vous présenter? Quelle est votre formation? Écoutez, oui, je m'appelle Laurent Vessière, je suis conservateur général du patrimoine. J'ai la formation classique d'un conservateur, même si ma formation n'a pas été forcément un parcours linéaire, on y reviendra probablement. Donc je suis diplômé de l'université de Paris 4 Sorbonne, en histoire et histoire de l'art. J'ai le diplôme d'archiviste paléographe de l'École nationale des chartes et le diplôme de conservateur du patrimoine de ce qui était à l'époque l'École nationale du patrimoine et qui est devenu l'Institut national du patrimoine. Lorsque vous avez fait cette formation, quel débouché est-ce que vous alliez envisager? Vous vous destiniez tout de suite aux archives ou vous avez un peu hésité avec l'enseignement et la recherche? Alors, c'est même un peu plus compliqué que ça en fait, puisque je n'ai pas fait une classe préparatoire à l'École nationale des chartes, j'ai fait une classe préparatoire à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, donc en lycée militaire. Ensuite j'ai servi en unité, parce que je n'ai pas fait Saint-Cyr. Je suis parti dans ce qu'on appelle le cours des élèves officiers de réserve, ça n'existe plus aujourd'hui, plus sous cette forme du moins. Et j'ai eu des problèmes de santé physique, tout simplement, qui ont fait que j'ai quitté l'armée, j'ai rejoint l'université, d'abord à l'université de Lyon, puisqu'en classe préparatoire j'avais une équivalence en histoire. J'ai rejoint Paris 4 où j'ai fait donc, comme je te disais, ce qu'on appelle aujourd'hui un Master 2, à l'époque c'était un DEA d'histoire, et en même temps une licence d'histoire de l'art, et je me prédestinais effectivement plutôt à l'enseignement. Et puis l'École nationale des chartes ouvrait à l'époque le concours en deuxième année, d'entrée directe en deuxième année sur dossier, et non pas sur concours classique avec toutes les épreuves que l'on a en sortie de classe préparatoire. Et j'ai présenté ce concours et je l'ai eu. Voilà. Et donc là, à partir de là, à partir du moment où j'ai rejoint l'École nationale des chartes, c'était vraiment pour devenir archiviste et conservateur du patrimoine. Dans la filière archives, parce que j'avais des idées déjà assez arrêtées. Je ne souhaitais pas passer en musée, en monument historique, en archéo. C'était vraiment en archives. Alors, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de l'archive plutôt que du musée? Parce que justement, j'étais beaucoup plus historien de formation finalement. Avec, même si j'avais fait une licence d'histoire de l'art, je l'avais fait pour compléter ma formation d'historien et pas du tout pour, dans le cas d'une hésitation, je dirais, entre les deux disciplines. Moi, j'ai toujours considéré que l'histoire de l'art était une forme de sous-catégorie, c'est pas un terme péjoratif de l'histoire. En fait, l'histoire est globale, est englobante. Donc, on a ensuite des disciplines, ce qu'on appelle parfois les sciences auxiliaires de l'histoire, d'ailleurs, qu'on apprend beaucoup à l'école des chartes. Et donc, comme j'avais déjà fait une maîtrise et un DEA qui était de recherche, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le choix, en fait. Encore une fois, il n'y avait pas ce choix entre master pro, master de recherche, etc. On faisait des maîtrises et des DEA de recherche, et j'avais déjà énormément travaillé dans les archives. Et ça m'avait beaucoup plu, tout simplement, et c'est ce qui m'a poussé ensuite à rejoindre l'école des chartes, et donc dans la filière archives, et de présenter l'INP vraiment dans cette spécialité. Et vu que vous êtes passé par l'école des chartes, est-ce que ça fait de vous un chartiste? Oui, absolument, j'ai le diplôme entier, oui, tout à fait. Même si j'ai rejoint l'école en deuxième année. L'école à l'époque venait de se diversifier en deux filières, filière A et filière B. Donc d'un côté il y avait médiéviste, histoire moderne, et de l'autre côté moderne et contemporanéiste. Moi étant médiéviste, je rejoignais en plus ce qu'à l'époque était... vous savez, quand on crée ce type de filière dans une école qui a une vieille histoire, évidemment les contemporanéistes étaient mal vus.
ce qui était une bêtise absolue évidemment, mais c'était comme ça en tout cas quand ces deux filières ont été créées. Et moi j'ai rejoint la filière noble, celle des médiévistes. Donc je n'ai eu aucun problème d'intégration et on m'a jamais remis en cause. Voilà. Mais aujourd'hui ça n'existe absolument plus, tout le monde se fiche de savoir de quelle période vous êtes. Les techniques sont exactement les mêmes en fait. D'accord. Et donc vous l'avez un peu évoqué, vous avez fait de la recherche. À ce qu'on a compris, vous avez notamment travaillé donc, sur l'époque médiévale et la Nouvelle-France. Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez travaillé sur ces sujets? Bah, écoutez, j'ai choisi, lorsque j'étais en maîtrise et en DEA, j'ai choisi de travailler sur les cisterciens au XIIe siècle, ce qui m'a amené d'ailleurs très régulièrement à Dijon, aux archives départementales, et en particulier sur l'abbaye de Clairvaux, donc les origines cisterciennes. Ça, c'était vraiment un souhait très personnel parce que j'étais assez fasciné. C'est-à-dire que c'est pas l'université qui m'a proposé, ni mon professeur, mon directeur de recherche qui m'a proposé le sujet, c'est moi qui lui ai proposé. Ensuite, on a affiné évidemment les thématiques de recherche, mais j'ai travaillé donc sur ce sujet, que j'ai approfondi à l'école des Chartes, puisque ma thèse d'école des Chartes porte également sur l'abbaye de Clairvaux. C'est l'édition du chartrier de l'abbaye pour le XIIe siècle, avec une très grosse introduction. Et j'ai poursuivi pendant une petite dizaine d'années mes recherches en histoire médiévale sur les cisterciens et sur la Champagne méridionale, ce qu'on appelle voilà, confins du duché de Bourgogne. Voilà. Et dans un secteur de recherche qui était très peu dynamique, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Vous savez, les médiévistes sont de moins en moins nombreux, les cistercianistes encore moins nombreux, et les cistercianistes du XIIe siècle, alors qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de chartriers qui n'ont pas été étudiés, énormément d'angles de recherche qui n'ont pas été approchés. On était 3-4 en France, et au niveau européen, on devait être une douzaine, quoi. Et non seulement c'était pas très fructueux, c'était pas très satisfaisant de travailler un peu seul dans son coin. Et en plus, l'ambiance n'était pas très saine au sein de ces 4 personnes en France et de ces 12 en Europe, où les relations étaient assez tendues, chacun gardant un petit peu son... Voilà. Et c'est pas du tout la conception que j'ai de la recherche. Voilà. Donc j'étais un peu dans cette situation-là jusqu'à la publication de ma thèse en 2000... je sais plus combien, 2003 ou 2004, je ne sais plus, j'ai oublié. Et par contre, j'ai quand même continué sur le sujet jusqu'en 2007-2008, on va dire. 2006 même peut-être. Voilà. Et il s'avère que j'avais fait mon stage de fin de formation aux Archives nationales du Québec, où comme beaucoup de Français sans aucune originalité, je suis tombé en amour avec le Québec, comme on dit là-bas, et avec son histoire évidemment. Quand on a la formation que j'ai, vous avez, on est évidemment intéressé aussi par l'histoire d'un pays, par son patrimoine, etc. Et en 2006, je crois que c'est vraiment l'année de bascule, j'ai fermé le dossier cistercien, que j'ai fini par réouvrir un peu plus tard. Ça c'est toujours pareil, on est rattrapé par son passé. Et je me suis lancé dans l'histoire de la Nouvelle-France, très concrètement 2007-2008, et puis énormément à partir de 2009 jusqu'à encore aujourd'hui. Voilà. Là par contre, secteur très peu dynamique en France, mais très dynamique au Québec, avec une communauté de chercheurs très étendue et une ambiance super sympa de recherche, d'échange, de travail collectif, etc. C'est-à-dire ce que je recherchais d'un point de vue intellectuel. Donc il y a une petite préférence quand même pour le Canada que pour la France, pour que les Canadiens et les Français. Non, c'est plutôt l'esprit en fait des groupes de recherche. Souvent la recherche française, alors selon les sujets, il ne faut surtout pas généraliser, mais en particulier pour l'histoire médiévale, il n'y a pas forcément un esprit d'émulation entre chercheurs. Voilà. Or, la recherche, enfin, pour moi, nécessite fondamentalement des échanges entre chercheurs. C'est indispensable autrement. Enfin, vous ne pouvez pas faire votre truc dans votre coin tout seul. Donc voilà, je ne le trouvais pas avec les cisterciens, alors que c'est un sujet qui continue de me passionner aujourd'hui. Je continue de lire la faible production qu'il y a sur le sujet, puisqu'encore une fois, il y a très peu de monde qui travaille là-dessus. Mais voilà, c'est stérile, quoi. Et justement, il y avait sans doute aussi un rapport collectif un peu différent aux sources. Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? Quel type d'archives est-ce que vous avez pratiqué? Comment est-ce que les deux communautés peut-être partagent des informations sur ces sources? Ben justement, quasiment pas de partage d'informations. C'est vraiment quelque chose qui m'a étonné, enfin qui m'avait étonné puis lassé. Les sources sur lesquelles vous travaillez, elles sont très classiques et très sérielles en fait. Vous avez des chartriers pour le fin 11e, début 12e siècle, et on va dire tout le 12e siècle. À part les chartriers, vous avez finalement peu de documents, très peu de documents. Alors quand j'entends chartrier, c'est cartulaire et charte originale.
La charte originale étant recopiée dans les cartulaires. Donc c'est 99% de vos sources. Après, vous allez essayer d'obtenir, de recueillir des sources un peu différentes sur la période, mais qui ne parlent pas directement, en particulier des abbayes cisterciennes. Donc vous avez un peu de correspondance, par exemple les lettres de Saint-Bernard de Clairvaux, vous avez des choses comme ça, mais c'est très faible en fait quand vous voulez vraiment faire l'histoire de l'abbaye, ou l'histoire ce qui me concernait moi, vraiment des origines cisterciennes, de l'apparition de ce mouvement dans le cadre plus large de la réforme grégorienne. À l'inverse, lorsque vous travaillez sur le XVIIIe siècle, enfin XVIIe et XVIIIe siècle, vous avez évidemment une abondance de sources, et de sources très différentes, correspondances, sources notariales, journaux, etc. etc. J'en oublie, hein, de manière très classique, quel que soit le sujet d'ailleurs. Donc, et le volume, évidemment, n'est pas le même non plus. Donc, toujours dans le cadre de la recherche, est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes toujours un chercheur? Oui, je continue mon activité de recherche, alors que, sans vous cacher la vérité, depuis que je suis directeur de l'ECPAD, j'ai moins de temps. Alors j'ai toujours fait mes périodes de recherche. C'est un grand débat dans la profession d'ailleurs, hein, qui anime la profession depuis, presque, je ne vais pas dire depuis toujours, mais pas loin. En tout cas depuis 25 à 30 ans, elle l'anime beaucoup. C'est quelle est la place de la recherche dans le parcours d'un conservateur du patrimoine. Je vais pas dire archiviste, je vais dire dans mon corps de la fonction publique. Et on a des réponses différentes selon les conservateurs et selon aussi les spécialités. Chez les archivistes, les activités de recherche personnelle sont souvent faites en dehors des heures de service. Donc ça nécessite aussi cette capacité à trouver du temps sur le temps privé, qui est aussi un temps familial, aussi un temps de repos, etc. Donc pour me concernant, c'est souvent la nuit. Voilà. Donc, pardon, voilà, je finis juste. Et donc le CPAD étant peut-être un peu plus fatigant que mes autres postes précédents, la nuit, je suis moins actif, je dors un peu plus. Mais je garde par contre, c'est ça qu'en fait je fais moins de recherche directement, je fais un peu plus travailler les autres, c'est aussi le privilège de l'âge, à travers une revue dont je suis le rédacteur en chef sur l'histoire de la Nouvelle-France. Voilà. Donc ça je l'ai gardé parce que j'y tiens fortement, je l'ai créé en plus cette revue. Donc voilà. Quel est le nom de la revue ? Une revue d'histoire de la Nouvelle-France. D'accord. Sans grande originalité. Justement, on va peut-être passer à votre carrière. On avait remarqué que vous aviez commencé par la gendarmerie. Donc, du coup, est-ce que c'est peut-être un attrait pour l'uniforme qui est revenu du début de votre... Non, en fait, c'est une forme de logique. À la sortie de l'École nationale du patrimoine, vous savez, c'est un peu comme toutes les grandes écoles de la fonction publique. On ne vous donne pas les postes qui sont vacants dans le corps et vous choisissez où vous voulez aller. L'administration décide d'un certain nombre de postes qu'elle ouvre à la promotion sortante. Et souvent, ce sont les postes où personne ne veut aller. C'est pas péjoratif, hein, c'est parce que soit géographiquement, soit dans l'intérêt, soit... Bon. Le service historique de la gendarmerie nationale venait de créer le poste. Je pense que pour un conservateur du patrimoine, aller rejoindre la gendarmerie, c'était pas forcément une évidence. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'était chez les archivistes, chez les conservateurs archives, il y a une forte volonté de partir en province, parce que souvent, ce sont des gens qui viennent des territoires, comme on dit aujourd'hui, en tout cas de régions différentes, et qui ont envie de retrouver leur région. Celui-ci était en banlieue parisienne, donc suscitait pas non plus d'un grand intérêt parmi mes petits camarades. Et effectivement, il y avait des archives qui étaient totalement inconnues, puisqu'elles n'avaient jamais vraiment été inventoriées, ouvertes au public. C'est vraiment la grande période de l'ouverture des archives de la gendarmerie. Moi, c'était pas mal de défis qui m'intéressaient. Le monde militaire ne me rebutait pas, puisque je l'avais connu et j'avais voulu être militaire auparavant. Donc, tout me prédestinait finalement à prendre ce poste, et l'INP m'a dit, bah oui, si vous y allez, ce sera bien. Et après, ensuite, il y a le service d'accueil qui, vous aussi, passe des entretiens. Et là, évidemment, ça a bien collé aussi avec le général qui commandait le service à l'époque, et lui qui venait quasiment de créer le service aussi, en tout cas qui était en plein développement. Il avait été créé 3 ans plus tôt. Voilà, donc j'y ai passé 2 belles années, 2 très belles années. Et donc tout était à faire en fait ? Tout. D'accord. Aucune méthode archivistique, aucun plan de classement, pas de salle de lecture. Super excitant en fait. Quand vous commencez, voilà. Donc c'est la seule fois dans ma vie, je pense que je m'en vante pas, c'est le contexte qui a fait ça, création d'un plan de classement, ça c'est un truc assez unique, qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas il fonctionne toujours aujourd'hui, donc il ne devait pas être si mauvais que ça.
Voilà, la création de la salle de lecture, les premiers chercheurs qui arrivent, le développement d'un partenariat avec l'université, c'était Paris 4 Sorbonne avec le professeur Jean-Noël Luc, qui a mis les premiers étudiants. Enfin, en 2 ans, on a fait des choses assez phénoménales avec une équipe un peu... alors, j'ai continué à filer la métaphore militaire, mais une équipe un peu commando, quoi. Il y avait à la fois, il y avait aussi un professeur qui venait d'être détaché, on avait d'autres chercheurs qui avaient été habillés en gendarmes, parce que la gendarmerie ne pouvait pas proposer différents types de contrats pour engager des gens. Donc la seule chose qu'ils avaient, c'était les officiers commissionnés. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on vous balance comme officier au grade de capitaine, commandant ou lieutenant-colonel. Donc en fait, c'était des chercheurs, mais qui portaient un uniforme et qui n'avaient aucune formation de gendarme, ce qui était assez étonnant, mais c'était comme ça. Et on était une petite équipe qui on est tous arrivés en même temps, renforcés également 2 gendarmes qui avaient fait eux-mêmes des études ou qui n'avaient pas fait d'études d'histoire, mais qui étaient intéressés par la chose. Mais en tout cas, on avait besoin, parce qu'il y avait dans le service historique, il y avait aussi la notion de patrimoine, au sens militaire du terme. Il y avait toute la symbolique militaire, etc. Et puis il y avait, ce qui n'existe plus non plus aujourd'hui, les gendarmes auxiliaires volontaires, les GAV, qui étaient souvent de jeunes gens de votre âge, qui étaient en Master 1, Master 2, je reprends la terminologie actuelle, ou qui étaient en début de thèse. Et donc là aussi qu'on habillait en jeunes gendarmes avec un salaire et qui étaient chez nous pour faire leurs travaux de recherche. Et donc c'était une équipe un peu commando qui est arrivée comme ça en 99, 98, 99, 99 pour moi. Et en 2 ans, c'est vrai qu'on a fait énormément de choses, qui ont vraiment vécu de la même manière jusqu'en 2005, date à laquelle le service historique de la gendarmerie est fusionné avec les 3 autres services historiques, terre, air, mer, dans le service historique de la défense. Voilà. D'accord. Donc, comme vous l'avez expliqué, vous êtes passé par la gendarmerie, mais vous êtes aussi passé par le service de communication des documents des Archives nationales de 2001 à 2006, mais aussi par la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs de 2003 à 2007. Est-ce que vous pouvez donc nous dire un peu plus sur votre passage dans ces institutions? Oui, alors les Archives nationales avaient... Bon, moi c'était mon rêve. En tant que jeune conservateur, je voulais rejoindre les Archives nationales. Pour tout un tas de raisons, ce serait trop long à expliquer, mais voilà, pour moi c'est la maison mère, c'est là où je voulais absolument aller. Et en sortie d'école, alors que je suis allé au service historique de la gendarmerie nationale, les Archives nationales n'avaient pas réussi à ouvrir le 2 postes. Parce qu'en fait, on discute, quand on est à l'école, on discute déjà avec les institutions où on voudrait aller, on se propose un peu, on vient vous chercher, enfin, il y a un dialogue. Et donc il a fallu 2 ans pour qu'ils créent le poste, tout simplement. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas été heureux, attention, au service historique de la gendarmerie, j'ai vraiment été heureux, ça a été une aventure passionnante, mais j'avais enfin le poste que je rêvais, donc je suis parti dans de bonnes conditions, parce que les gendarmes ont été très sympas, mais ils ont été aussi un peu malheureux de me voir partir au bout de 2 ans, parce que normalement on s'inscrit un peu plus dans la durée. Et moi j'ai rejoint l'affectation de mes rêves, qui a été une affectation très compliquée, très dure, mais ça a été des années absolument merveilleuses pour moi. 5 ans aux Archives nationales. Donc, le service de la communication des documents, c'est les salles de lecture et la gestion des magasiniers dans tous les dépôts des Archives nationales. Donc, c'était un service de 70-80 personnes, quelque chose comme ça. Au sein du département de la communication des documents, donc, vous voyez, ça porte un peu le même nom, parce qu'il y a également, à l'époque, attention, ça a changé aujourd'hui, il y avait également un service de l'orientation et un service de la reprographie. Donc on était 3 jeunes conservateurs, chapeautés par une conservatrice en chef à l'époque, qui était chef du département. Et voilà, moi j'avais le gros du bataillon, et ça a été 5 années assez incroyables, parce que je suis arrivé en fait au moment où le Caran, donc sur le site historique dans le Marais, fermait ses portes pour un désamiantage qui devait durer 6 mois, qui a duré finalement 4 ans. Parce qu'en fait de l'amiante il y en avait partout, puis plus on en enlevait, plus on trouvait des problèmes dans le bâtiment. Donc il a fallu ces 6 mois où on partait à la Bibliothèque nationale dans la salle Labrouste, là aussi la vieille salle historique, et où notre bureau était en sous-sol, ça devait durer 6 mois, ça a duré donc 4 ans. J'ai eu la chance de ramener le service d'abord pendant 2 ans, donc on est resté salle Labrousse, puis ensuite 2 ans dans ce qu'on appelle la salle des gardes à l'hôtel de Soubise, donc sur le site historique des Archives nationales. Et après, j'ai eu la chance de ramener mon service vraiment dans le Caran et de faire la réouverture et d'y rester 1 an encore avant de partir vers d'autres horizons. Alors, très dur parce que l'accueil du public, surtout aux Archives nationales, où à l'époque c'était les conditions d'accueil aujourd'hui sont bien meilleures, mais à l'époque elles étaient un peu compliquées, un public
très demandeur, très spécialisé, très exigeant, donc ce qui est aussi très intéressant, et avec des conditions sociales très dures, c'est-à-dire des conflits sociaux en cascade. C'était au moment où on était en pleine réduction, enfin la réduction du temps de travail. Le personnel des Archives nationales est très syndiqué, majoritairement CGT, donc des conflits sociaux permanents, liés à un niveau, je dirais, de personnel insuffisant pour faire fonctionner le service. Ça, c'était une réalité. Et donc tout ça cumulé, c'était tous les matins, on ne savait pas si on ouvrait les salles de lecture. Donc il fallait faire tous les matins une renégociation, voir qui était là, qui n'était pas là. Est-ce qu'on ouvrait les dépôts, est-ce qu'on ne les ouvrait pas. Les 2 premières années, en plus, en étant délocalisé avec des réservations de places 48 heures à l'avance, réservation de documents, etc. Très compliqué, mais il n'y a pas plus formateur. C'est à la fois en tant qu'archiviste, parce qu'être aux Archives nationales, en cœur de métier, c'est absolument incroyable. Ce sont des archives exceptionnelles, un cadre de classement d'une immense complexité, une variété de chercheurs, il n'y a pas plus grande. Et en même temps, en tant que manager, évidemment, avoir à gérer du conflit social tous les jours, avoir à gérer des équipes alors, que j'ai adorées par ailleurs, mais qui n'étaient pas faciles tous les jours à manager. Ça a été une très belle expérience. Enfin, moi, j'en garde un souvenir et des amitiés aussi très fortes. Voilà. Et alors, parallèlement, juste 2 ans avant, donc en 2001, l'ACADA devient également compétente pour les recours en matière d'archives publiques, puisqu'elle n'était pas compétente sur ce secteur-là. Elle était compétente uniquement dans le cadre de ce qu'on appelait autrefois la loi de 1978 sur l'accès aux documents administratifs. Et donc, à l'époque, Philippe Barba, qui était conservateur aux Archives de France, avait été le premier rapporteur au nom des Archives de France, au sein de la commission d'accès aux documents administratifs. Et lui venait de réussir le concours de l'ENA. Voilà. Il avait choisi de réorienter sa carrière. Et là, on m'a proposé de lui succéder. Partant du principe qu'il y avait une forme de logique dans l'accueil des lecteurs, la communication, la communicabilité, enfin tout ça était lié. Et j'ai eu la joie, l'immense satisfaction intellectuelle de travailler comme rapporteur à l'ACADA pendant ces 5 années où on a établi avec la commission une doctrine très forte en matière de communicabilité et de possibilité de recours avant, parce que l'ACADA c'est du pré-contentieux, avant d'en réenvoyer, le cas échéant, en cas de maintien du refus de communication, les demandeurs vers le tribunal administratif. Et l'autre chance que j'ai eue, c'est qu'on m'a confié d'autres missions qu'on ne confiait pas aux autres rapporteurs. Donc j'avais tous les dossiers archives, et en même temps, on m'a confié un travail auprès du Conseil de l'Europe en tant qu'expert gouvernemental pour la rédaction d'une convention européenne d'accès aux documents. Donc ça a été aussi tout le temps quasiment de mon mandat, 4 ans à peu près. Ça a été passionnant. J'ai été amené évidemment à travailler sur le projet de loi sur les archives de 2008, en tant que représentant de l'ACADA. Donc j'étais quasiment dans ces fonctions-là, plus rapporteur, mais presque permanent en fait de l'ACADA, ce qui n'était pas le cas. Mais je représentais l'ACADA avec le président. Donc c'était vraiment absolument... pour moi, ça a été des années exceptionnelles. Voilà. Ma vraie formation, je dirais, de conservateur, c'est ces 5 années entre les Archives nationales et l'ACADA, qui m'ont forgé aussi des convictions très fortes. J'en parle beaucoup avec Christophe Lafaille sur les critères d'accès aux documents aujourd'hui en France et la valeur démocratique de l'accès aux documents liée à la transparence administrative dans un régime démocratique. Voilà. Alors, quelques années après, au début des années 2010, vous avez fait un passage de 5 ans à la délégation des patrimoines culturels du ministère de la Défense. Et notre question était assez simple, très concrètement, quel était votre travail en fait? Oui. Comment est-ce qu'on passe de l'ACADA? Alors, il y a un truc entre les deux. C'est qu'en fait, l'ACADA, justement, en 2007, demande aux Archives de France de me récupérer à temps plein. Et ça, c'était mon rêve, vraiment, je voulais y travailler. Il y avait encore beaucoup à faire. Donc, négociation entre la directrice des Archives de France et le président de la commission, et un refus catégorique de la directrice des Archives de France. Voilà. Entre-temps, j'étais passé aux Archives de Paris. Pendant 2 ans, j'étais directeur adjoint, 2006-2008. Et refus catégorique. Et c'est vrai que je ne l'ai pas très bien pris. J'ai fait un peu ma tête de cochon. Et au même moment, le ministère des Armées, qui s'appelait le ministère de la Défense à l'époque, venait de voir Hervé Lemoine, qui ensuite est devenu directeur des Archives de France, justement, quitter son poste de chef du bureau de la politique des archives et des bibliothèques.
Et là encore, on s'est rappelé que Laurent Vessière était militaro-compatible. Et donc on est venu me chercher, et comme j'étais pas dans une situation de blocage, mais que j'étais pas content, bah voilà, j'ai fait ma tête de cochon, je suis parti au ministère de la Défense sur un poste qui a été lui aussi passionnant pendant 2 ans, donc 2008, 2009, mi-2010, et là, euh, à la direction de la mémoire du patrimoine et des archives, ça s'appelait comme ça, du ministère de la Défense, il y avait un grand projet de restructuration de la direction, avec un grand projet vraiment basé sur le rapport de quelqu'un qui s'appelle Joseph Zimet, qui va beaucoup compter dans ma carrière, et qui est avec comme projet la création vraiment d'un secteur culturel. C'est-à-dire qu'avant, il y avait d'un côté le bureau de la politique et des archives et des bibliothèques, qui était considéré comme un truc finalement assez administratif et juridique. Il y avait une sous-direction de la mémoire et de l'action éducative qui comprenait du culturel avec des musées, du soutien à l'audiovisuel, des coéditions, mais aussi la politique mémorielle. Et il y avait une grande confusion entre le scientifique et le mémoriel. Et là, le rapport que rend Joseph Zimet début 2010, à la suite de groupes de travail, une dizaine de groupes de travail de réflexion, j'en ai animé 2 pour ma part, et voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Et sa proposition, c'est on crée un secteur culturel qui est fondé sur le scientifique. Donc sur nos métiers, de la conservation, de la recherche, objectif, et un secteur mémoriel qui par définition n'est pas objectif, qui s'appuie sur des choix politiques. Quels sont les choix retenus par le gouvernement dans le cadre d'une politique publique, qui est la politique mémorielle, de mise en valeur de certains événements, de certaines personnes de notre histoire, pour servir d'exemple au pays, aux jeunes, etc. Et donc on s'est dit, nous, il faut distinguer les deux. Parce que d'un côté, dans le scientifique, il y a des choses qui ne plaisent pas. Et dans le mémoriel, on ne parle pas toujours des choses qui ne plaisent pas. Je caricature, mais c'est ça. Voilà. Donc on a choisi de scinder les deux. Et on m'a demandé de créer la délégation des patrimoines culturels que j'ai ensuite animée pendant 5 ans. Là aussi, une aventure. J'ai eu énormément de chance dans ma carrière. J'ai eu des postes absolument incroyables. Et ça a été fabuleux. Ouais, fabuleux, puisqu'on a regroupé toute l'action culturelle du ministère. Parce que vous savez, on a créé ce fameux slogan à l'époque, le ministère de la Défense, deuxième acteur culturel de l'État, ce qui est vrai en termes de personnel, de ressources, de budget, d'établissements culturels, etc. C'est une réalité, puisque le ministère de la Défense a des musées, a des services d'archives, un patrimoine architectural, monument historique très important, commencer à se rapprocher aussi de la pratique archéologique, soutien à l'audiovisuel, soutien à la politique musicale, coédition, action culturelle au sens très large. Voilà. On avait tout le spectre, donc c'était absolument passionnant. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Et voilà, vous l'avez compris, j'avais abandonné la CADA aussi, je me suis totalement consacré à ces en fait 8 années au total, parce que c'est 2 ans et demi et 5 ans et demi passés à la direction de la mémoire du patrimoine et des archives, qui existe encore aujourd'hui, mais sous une autre appellation, et puis avec des missions à peu près identiques, mais organisées un peu différemment. Et voilà, donc ça m'a permis aussi alors, de largement dépasser mes fonctions de conservateur de la filière archives. Là, j'ai vraiment pris une palette de compétences que je n'avais pas auparavant. Par exemple en musée, puisqu'on avait la tutelle du musée de l'armée, du musée de la marine nationale et du musée de l'air et de l'espace, de commencer à toucher aux archives audiovisuelles, puisqu'on avait le contrôle scientifique et technique sur le CPAD, de continuer la politique sur tout ce qui était archives classiques, et puis après d'aller vers l'action culturelle au sens très large, parce qu'on avait aussi un peu de spectacle vivant, on avait voilà, beaucoup de coédition, l'audiovisuel encore une fois, cette fois-ci, mais en soutien. Non pas en coproduction, mais là, un soutien vraiment financier au monde audiovisuel de manière large. Voilà. Diversifier mes compétences qui vont m'être très utiles finalement par la suite. Vous savez, moi je ne crois pas aux carrières qui se construisent comme ça un peu par à-coup, avec des choses complètement différentes. Moi j'ai eu la chance tout au long d'acquérir des compétences qui m'ouvraient des nouveaux postes que je n'aurais pas eu sinon. Voilà. Est-ce qu'à cette direction culturelle, vous étiez aussi en charge de la communication des documents ou pas? Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce que là, quand on est en administration centrale, on n'est plus dans l'opérationnel. L'opérationnel au ministère des Armées, c'était vraiment... Par communication des documents, j'entends directive générale sur... Oui, alors ça, la politique des archives, oui, dont fait partie la politique de communicabilité. Par exemple, les dérogations, à l'époque, étaient signées au niveau de la DMPA. La DMPA étant... Pardon, la direction de la mémoire du patrimoine et des archives, pardon. Donc, l'équivalent de la direction des archives de France pour le ministère des Armées, mais moi, je n'étais pas le directeur. Moi, j'étais le niveau du dessous, avec le secteur culturel. Parce que la direction de la mémoire du patrimoine et des archives était à l'époque une des directions les plus importantes du ministère, parce qu'elle avait
le culturel et le mémoriel, ça pèse pas très lourd. Mais elle avait le logement, ça pèse déjà beaucoup plus lourd, et encore plus lourd, l'immobilier. Et l'immobilier du ministère des Armées, c'est plus d'1 milliard d'euros. Donc quand vous êtes tout petit dans une très grosse direction, c'est un bonheur inouï. Parce que les miettes, à l'époque, elles étaient très grosses. Voilà. Donc les miettes budgétaires qui nous tombaient nous permettaient de faire énormément de choses. Voilà. Aujourd'hui, le choix a été fait de séparer les deux, et on le voit bien, les conséquences budgétaires sont importantes. Parce qu'évidemment, la direction est plus petite, a moins de moyens et peut moins intervenir. Les arbitrages qui étaient rendus par le directeur de l'époque permettaient au secteur culturel et au secteur mémoriel d'avoir des capacités d'intervention beaucoup plus grandes. Le budget était plus gros. Et vous avez parlé de la liberté pour tous pour accéder aux archives. Quel est votre regard sur l'instruction générale 1300 ? Alors là, on fait un saut dans le temps parce qu'elle a beaucoup évolué entre le moment où j'étais dans ce poste-là et le moment d'aujourd'hui, enfin, l'actualité de l'IGI 1300. Par quel bout prendre ça? Parce que c'est compliqué. Non pas que ça me gêne d'en parler, mais c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on avait un texte très mal foutu. Comme moi, j'étais à ce poste-là en administration centrale, on avait un texte mal foutu que personne n'appliquait, que personne ne connaissait vraiment, pas appliqué dans les archives. Et vous savez que c'est une découverte un peu finalement dans le monde des archives au sens large, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense. Il y a une vraie prise de conscience en 2018, 19 quasiment, qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'on ne sait pas communiquer en France les documents qui sont classifiés. Mais ça soulève aussi le problème qu'on ne sait pas toujours comment classifier. Et ça, c'est pas les services d'archives, c'est en amont. Donc il y a eu un travail qui a été fait, que je ne vais pas juger aujourd'hui, hein, c'est fait par les gens qui en sont responsables, donc les cabinets ministériels, le secrétariat général pour la défense nationale, le secrétariat général du gouvernement, etc., pour arriver à une formule aujourd'hui qui est certes plus claire dans sa rédaction, qui est désormais censée être connue de tous, mais qui n'a pas réglé tous les problèmes, loin s'en faut. Voilà. Donc, dans l'exercice en tout cas d'un archiviste aujourd'hui, normalement, si on l'applique convenablement, on peut s'en sortir. Pour les documents qui sont amenés à être produits à partir d'aujourd'hui. Il faut continuer à faire ce travail d'archiviste de toute façon qu'on aura toujours à faire, c'est-à-dire aider les services qui produisent à eux comprendre les textes dont l'IGI 1300, c'est-à-dire comment on classifie un document. Et pourquoi surtout on classifie un document, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a quelque chose qui nous ennuie un petit peu qu'il faut classifier. Ça répond à des critères qui sont dans le document, et il y a ensuite le code du patrimoine si on veut tout simplement protéger d'autres secrets qui sont prévus par la loi. Encore une fois, on est là pour respecter la loi, pas pour se faire plaisir avec quelque chose qu'on voudrait cacher. Donc si vous voulez, je sais pas, protéger un secret qui relève de la vie privée, vous n'avez pas besoin de classifier le document. Ça, c'était une énorme erreur de l'administration et des armées, mais pas que. Si le code du patrimoine prévoit déjà le secret, pas besoin de classifier le document. La classification est une surprotection qui répond à des impératifs normalement prévus encore une fois par les textes. Sinon, il y a le régime général qui est très bien foutu, qui prévoit en plus un système de dérogation. Tout est bien. Là, voilà, il y avait une grande confusion dans l'administration, bon, qui parfois existe encore un peu dans les têtes, mais ça, c'est notre boulot, de tout le temps rappeler aux gens qu'est-ce que c'est que la classification, etc. etc. Ce que ça n'a pas totalement réglé, et là, on ne va pas débattre, j'imagine, de ce sujet-là, non pas que j'ai pas encore envie d'en parler, mais tout simplement parce que c'est une complexité inouïe, ça mériterait 3 heures de débat, en particulier avec M. Lafaille, qui s'y connaît très très bien sur le sujet, c'est le stock, un mot que je déteste dans les archives, mais le stock d'archives qui avait été classifié plus ou moins bien, dans des conditions plus ou moins correctes, et de savoir ce qu'on en faisait. Est-ce qu'on le refermait, on le rouvrait, ça avait déjà été communiqué, voilà. Et ça s'est posé à tous les archivistes, aux archives nationales, au service historique de la défense, aux archives diplomatiques. Qu'est-ce qu'on faisait? Et là, c'est vrai que les réponses qui ont été apportées, elles n'ont pas été uniformes, on le sait. Dire l'inverse, ce serait mentir. Et chacun a fait soit comme il a pu, soit selon les consignes qu'il recevait ou qu'il ne recevait pas d'ailleurs parfois. Et disons que il suffit de regarder la presse, il suffit de regarder les polémiques qui ont eu lieu. Je vais vous dire, à titre personnel, j'étais très heureux de ne plus être à la DMP à ce moment-là, parce qu'effectivement, c'est un dossier très compliqué à gérer, mi-politique, mi-juridique, mi-administratif, mi-mi-mi, quoi. Et ça a été le bazar, et la situation n'est pas du tout réglée encore aujourd'hui. Voilà. Donc je distinguerai vraiment les deux. Aujourd'hui, l'IGI 1300 a fait du bien pour les archives qui sont
à partir de maintenant produite, à partir du moment où les archivistes savent faire leur métier et bien conseiller les services producteurs. Et elle n'a pas réglé encore la situation antérieure. Et c'est pour ça que le ministère des Armées, par exemple, essaye aujourd'hui, avec des dispositifs nouveaux qu'on réclamait depuis 20 ans. Moi, depuis mon premier poste au service historique de la gendarmerie, on réclamait une commission de déclassification. On n'avait pas réussi à la faire créer. Enfin, elle existe depuis 18 mois. Et on déclassifie massivement, aussi bien au service historique qu'à l'ECPAD. Mais vous voyez, il faut encore des dispositifs qui viennent en plus pour clarifier les choses. Et même malgré tout ça, on n'est pas encore clair sur tout. Il faudra de la doctrine, il faudra peut-être porter l'affaire devant les tribunaux, par certains chercheurs qui s'estiment mécontents, pour que le juge, parce qu'en France encore c'est le juge qui rend, Dieu merci, la justice, donc il pourra nous dire un peu de doctrine, jusqu'où on va, est-ce que l'interprétation de l'administration est bonne, est-ce que finalement elle n'est pas bonne et qu'on s'est trompé. Voilà, il faudra probablement tout ça. Le corpus n'est pas encore complet, donc on n'est pas encore au bout de nos peines. Voilà. Donc vous l'avez compris, on a fait un petit bond dans le temps, puisque Ouais. grosso modo, on est à peu près arrivé au moment où vous avez fait votre entrée à l'ECPAD. Donc vous y êtes entré en 2016 en tant que conseiller pour les archives Non. du patrimoine. Un peu... Non, le il n'y a CPAD pas- c'est 2020. Ah, 2016, j'arrive à la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. ah, exactement. Mhm. Eh bien justement, notre question c'était à ce sujet. Ce sera sans doute un sujet un peu plus léger que Oui. l'IG. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette mission du centenaire? Alors, c'était une continuité pour moi. C'est que le fameux Joseph Zimet dont je vous parlais, qui avait été directeur adjoint de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, qui avait réformé la direction, avait rendu au président de la République en 2012 un grand rapport préfiguratif du centenaire de la Grande Guerre qui arrivait, avec la création d'une mission. Le président de l'époque valide. Malgré le changement de président entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, il y a un maintien de la validation de la création de cette mission. Il en prend la direction. Elle est créée en fin 2012. Création d'un conseil scientifique. Moi, j'en suis membre dès le début. Et donc, j'accompagne la mission. Et je reste en contact très étroit avec mon ancien chef, avec qui j'ai une relation très forte, aussi amicale et de confiance professionnelle. Et on travaille main dans la main pendant plusieurs années. Et en 2016, je quitte la DMPA, je rejoins la mission pour aller un peu au bout de la logique, aussi parce que j'étais, bon, soyons honnêtes, c'est le moment, j'étais en désaccord avec la nouvelle directrice qui venait d'arriver à la DMPA et qui voulait mettre en place une nouvelle politique, hein, c'est ce qui est tout à fait normal, c'est son droit, mais moi ça ne m'allait pas, ça ne me convenait plus. Donc j'ai rejoint la mission du centenaire d'abord comme conseiller pour les archives, la culture, je ne sais plus, le patrimoine, je ne sais plus quelle était l'appellation, une année. Et en 2017, j'en deviens directeur général adjoint, c'est-à-dire que je retrouve finalement voilà, Joseph Zimet dans notre duo qui fonctionnait depuis 2009 à peu près. Voilà. Et donc là, oui, encore une fois, je vais vous dire la même chose que pour mes précédents postes, grande chance, des années assez exceptionnelles, une aventure humaine absolument incroyable, un centenaire. Même Joseph Zimet, quand il prépare son rapport, il sent qu'il y a au sein de la société française vraiment un attrait très fort, il le sent, il le comprend, mais il ne se doute pas, parce que personne ne pouvait se douter à quel point les Français allaient vraiment devancer en fait le mouvement, quoi. Et aujourd'hui, le centenaire de la il y a un avant et un après centenaire de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que la mission a beaucoup fait, mais ce sont les Français qui ont beaucoup fait. Voilà, à travers énormément de projets, on n'avait jamais vu autant de projets. Antoine Pro, le président du conseil scientifique, a publié un article très intéressant sur ce sujet. La mission a labellisé plus de 6000 projets, ce qui est énorme. Qu'est-ce que vous appelez projet? Alors des projets culturels, éducatifs, qui venaient de toute la société française, dans toutes ses composantes, allant des boulangeries qui voulaient absolument l'éclair au bleuet pour commémorer, voilà, 100 ans après, le rôle des boulangers dans la Première Guerre mondiale, jusqu'aux grandes cérémonies nationales, en passant par tout ce que vous voulez. Mais tout ce que vous voulez, tous les corps de métier ont eu leur centenaire. C'est inouï. Tout le monde a voulu rappeler, ça montre à quel point surtout la Grande Guerre était encore très présente dans la société française. Mais il n'avait pas ressenti ça. Et donc Antoine Pro calcule l'activité de la mission du centenaire, 6000 projets labellisés par le conseil scientifique, et en réalité estime le nombre de projets total en France à 30 000. On n'avait jamais vu ça, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la référence était le bicentenaire de la Révolution,
complètement balayé par le centenaire, qui en plus dure de 2013 à 2019, avec évidemment 2014-2018, les 4 années du conflit. Mais en fait, ça commence dès 13, les premières grandes expos arrivent dès 13, et il y a encore des colloques, des journées d'études, etc., jusqu'en 19. Donc, avec le monde de l'éducation nationale qui entre complètement dans cette commémoration, avec une communauté éducative absolument incroyable de professeurs, de la maternelle jusqu'à la terminale, qui déclinent complètement le centenaire en projets pédagogiques absolument tous plus merveilleux les uns que les autres, hein, je le dis vraiment. Ça, là aussi, il y a eu un avant et un après pour les enseignants sur ces aspects-là. Le monde du patrimoine, pareil, tous les musées, les services d'archives, le monde des archives a été en pointe dès le début sur cet anniversaire, des expositions, des publications, des conférences, des journées d'études, enfin tout ce que vous voulez. Et là, voilà, des grandes cérémonies qui ont rythmé toutes ces années et qui ont été, en particulier pour la dernière, le 11 novembre 18, un point d'orgue très important avec plus de 100 chefs d'État et de gouvernement réunis à Paris, le Paris Peace Forum qui se déroule en même temps, et la dernière photo de famille entre Poutine, Biden, Netanyahou, enfin tout le monde était à Paris, quoi. Avant d'entrer dans la période que l'on connaît aujourd'hui, où on ne pourrait plus réunir tous ces braves gens, plus ou moins braves, quelque part pour un sommet diplomatique. Voilà. Donc, au cœur de tout ça, on a touché à tout, parce que là aussi, C'était aussi notre question. Quel a été concrètement, quel type de documents est-ce que le CPAD a collecté? Est-ce qu'il y a eu des... Pas le CPAD, encore une fois, on est dans la mission du centenaire. Là. Le CPAD, c'est autre chose. D'accord, autant pour moi. Voilà. La mission du centenaire, elle a produit ses propres archives, qui ont été versées aux archives nationales. Mais surtout, voilà, elle a une activité qui dépasse le cadre culturel, puisque ça touchait tous les secteurs d'activité, diplomatiques, enfin, c'était de l'interministériel pur et dur, et puis surtout un travail avec les collectivités territoriales, parce que je parle beaucoup des Français, mais ce sont les collectivités territoriales qui ont fait le centenaire, et en particulier celles qui étaient sur l'ancien champ de bataille, et quand vous regardez bien, tous les autres départements, les autres communes ont participé également, en voulant leur centenaire. Le CPAD là-dedans, moi je n'étais pas à la direction, a travaillé, je dirais, comme les autres services d'archives. Il a collecté des archives privées, il a mis à disposition ses archives de la Grande Guerre, j'imagine qu'on va y revenir un petit peu plus tard, qui est le fonds de référence audiovisuel en France, à travers lequel toutes les générations de Français successives se sont représentées la Grande Guerre, hein, puisque c'est le fonds principal photographique de la guerre, pas de la période de guerre, mais bien des combats, de l'armée, etc. C'est plus de 100 000 plaques de verre, donc là, en histoire des représentations, on considère que les Français s'imaginent la guerre à cause ou grâce aux photos prises par les opérateurs de l'époque. Donc il les a mis à disposition de tout un tas de projets, a lui-même mené un projet, en plus c'était lui-même son centenaire, puisque les sections photographiques et cinématographiques de l'armée sont créées en 1915, donc c'était aussi son centenaire. Donc tout ça était assez cohérent aussi, encore une fois. Mais ce sont deux choses bien différentes. C'était un des acteurs importants du centenaire, mais pas plus que la Bibliothèque nationale ou les Archives nationales, qui eux-mêmes ont été des acteurs incontournables. Avec, si on reste sur le secteur des archives, la Grande Collecte. La Grande Collecte, là aussi, où il y a eu un avant et un après. Aujourd'hui, c'est devenu un mouvement... en ce moment, il y a une grande collecte du sport, des archives du sport, sur le modèle de ce que l'on a fait de la grande collecte des archives de la Grande Guerre. D'accord. Et donc de cette mission qui mobilisait, alors elle mobilisait quel type de personnel finalement? Alors, un personnel interministériel, D'accord. c'est-à-dire des gens qui venaient du ministère des Armées, qui n'étaient pas forcément militaires, on avait un ou deux militaires, on avait un ou deux civils du ministère des Armées, quelqu'un du ministère de la Culture, moi, d'abord une personne du ministère des Affaires étrangères, et on finit avec 3 ambassadeurs et 2 autres agents du ministère, parce qu'il y avait ce grand moment du 11 novembre 18 à organiser avec la planète entière, qu'il fallait bien évidemment travailler avec le Quai d'Orsay, un sous-préfet du ministère de l'Intérieur, 2 enseignants du ministère de l'Éducation nationale, enfin vous voyez, il y avait un peu toute la palette. Le but étant qu'on ait des spécialistes de chaque secteur d'activité pour pouvoir être les plus efficaces et être en lien avec nos administrations d'origine, de telle manière, encore une fois, à ce que tout se déroule au mieux. Et ça a marché. Ça, il faut rendre à César ce qui est à César. C'était l'idée initiale de Joseph Zimet et c'est un succès. Ça, je le maintiens. Voilà. Donc à présent, nous allons passer plus concrètement à le CPAD. Oui. Et, quels documents sont conservés dans votre établissement? Alors,
le CPAD a une particularité très forte, je crois unique. C'est de 1915 aux années 90, même s'il existe sous des formes très différentes. D'un point de vue administratif, il n'y a pas un ECPAD en 1915 qui ressemble à celui d'aujourd'hui. Il va changer de nom, de structure, etc. Mais bon, ça reste le même service. Enfin, le même service, la même fonction, mais on y reviendra. Il conserve les archives qu'il produit. C'est assez unique. Les services d'archives ne conservent jamais les archives qu'elles produisent. Elle va les collecter ailleurs. Lui, il est à la fois un service de production et un service de conservation. Et cette production, le principe est toujours le même, là pour le coup, de 1915 à aujourd'hui, c'est de suivre l'activité des armées et de documenter l'activité des armées, en temps de guerre comme en temps de paix. Ça, c'est le noyau, c'est ce qui n'a pas bougé depuis 1915. Après, en fonction des périodes, le CPAD peut être amené à faire des documents audiovisuels, photographies ou films, d'instruction, d'activité du ministère, de promotion, de recrutement, de tout ce que vous voulez. Mais ça reste des archives. Et elles sont donc conservées par l'établissement. Sans qu'il soit officiellement service d'archives. Ça, c'est un peu le truc bizarre. Voilà. À partir des années 80-90, commence à avoir non pas des versements, mais du déversement d'archives d'autres services producteurs de documents audiovisuels du ministère qui viennent mettre leur bazar un peu à l'ECPAD, avec un pic au moment de la RGPP, donc c'est-à-dire toutes les grandes réformes de Nicolas Sarkozy sur la réforme de l'État, la réduction du format des armées, la fermeture des unités. Là, on voit des archives arriver en vrac dans un bazar pas possible, situation qu'on paye encore aujourd'hui. Et un volume d'archives augmenté phénoménalement. Et là, il y a l'idée qui se crée. Moi, j'étais à ce moment-là justement à la DMPA, où il va falloir faire passer ce service, cet établissement public, parce que c'est un EPA, un établissement public administratif, il va falloir le faire passer officiellement en service d'archives définitif, parce que c'est pas possible. Donc, d'abord, on va faire, d'ailleurs un de mes derniers dossiers avant de partir, on va établir ce qu'on appelle une convention cadre entre les services producteurs et le CPAD. Le CPAD n'est pas un service d'archives, il n'a pas le droit juridiquement de collecter. Mais on fait une convention cadre pour que ça se fasse quand même. En disant après, il faudra quand même modifier le décret d'organisation et le code de la défense, c'est toujours des aspects très juridiques, très compliqués, pour qu'il le devienne. Et finalement, la vie est ainsi faite, c'est très rigolo, c'est que quand j'arrive à le CPAD comme directeur, on me demande de finir ce dossier que j'avais entamé en 2015. Donc j'ai la chance inouïe de pouvoir faire passer le CPAD en service d'archives définitive avec un nouveau décret en 2022, janvier 2022, pris en Conseil d'État, qui fait de l'ECPAD officiellement, enfin, après 107 ans, un service d'archives définitive. Donc ça change tout, parce qu'à partir de là, on peut appliquer toutes les mesures possibles et inimaginables que vous avez appris sur les versements, l'obligation de versement, le contrôle scientifique et technique, etc., etc. Alors qu'avant, on invitait les services à nous donner leurs archives. Là, on les invite plus, c'est la loi, c'est le règlement, ils n'ont pas le choix, et s'ils ne le font pas, on peut en plus aller les contraindre. Le changement de statut juridique a donné à l'ECPAD la possibilité de s'appuyer sur la loi pour... Exactement. D'accord. Et donc à partir de là, aujourd'hui, on collecte les archives de tous les services du ministère qui produisent des archives audiovisuelles, enfin des documents audiovisuels. Et là, l'estimation, pas très fine mais quand même pas mauvaise, est de 250 services au sein du ministère des Armées qui d'une manière ou d'une autre produisent des documents audiovisuels. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'établissement, qui a une politique de collecte assez forte, conserve 15 millions de photos à peu près, et 100 000 heures de films. Toujours sa propre production et la production collectée, plus évidemment l'acquisition par entrée par voie extraordinaire de documents d'origine privée, soit par don, par dépôt, par legs ou par acquisition en vente. Voilà. Mais donc la matérialité des documents, ce ne sont que des films ou est-ce qu'il y a autre chose? Alors, dans les fonds de l'ECPAD, vous retrouvez toute l'histoire de la photographie et du film. Donc vous avez tous les supports que vous pouvez imaginer depuis l'invention de la photographie et du film. Donc je ne vais pas tous vous les décrire, je vais vous épargner ça. Mais on commence notre document le plus ancien, acquis par voie extraordinaire, puisque je rappelle, encore une fois, on est créé en 1915, est un document de 1842, donc un daguerréotype. Et les films les plus anciens, c'est pareil, datent de la fin du 19e et sont sur support nitrate, qui est un support hautement dangereux et inflammable. Et les derniers documents sont évidemment sous format numérique, et vous avez toute la palette de ce qui a été produit
selon les évolutions technologiques entre le 19e siècle et 2023. En matière de photos, de films. Et la diversité des supports et donc leur aspect aussi ancien et fragile, inflammable, vous l'avez mentionné, quel impact est-ce que ça a sur les locaux de CPAD au niveau de la logistique, du stockage et du traitement? Alors, là aussi, on a les progrès je dirais, techniques, technologiques ont fait que depuis maintenant un petit moment quand même, on sait que les documents audiovisuels ne se conservent pas de la même manière que des documents papier. Donc il faut des conditions de conservation particulières, avec des températures un peu plus froides par exemple. Je donne un exemple, il y a d'autres exemples, mais par exemple, que les documents papier. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu différente, puisque tout ce qui arrive est sous format numérique. Donc, comme la production aujourd'hui publique est également sous format numérique, quand vous travaillez dans le secteur papier, entre guillemets, c'est du numérique, je dirais que le travail se ressemble beaucoup plus qu'avant, même si les formats numériques ne sont pas les mêmes. D'un côté, vous savez, c'est du PDF A1, et nous, c'est JPEG 2000, du TIFF, enfin bon, voilà, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais sinon, je dirais qu'on est plus proche aujourd'hui qu'on l'était encore il y a 20 ans, 25 ans, quand on était au niveau de l'argentique. Voilà. Donc, on a des conditions de conservation qui nous sont propres. À l'ECPAD, elles ont été révolutionnées à partir de 2016, où la Cour des comptes passe au Fort d'Ivry, où est le CPAD, et découvre des collections en nitrate très importantes, pas conservées de manière ad hoc. Or, il y a une loi depuis le début des années 1950 sur la conservation du nitrate en France, parce que c'est particulièrement dangereux, et nous en avions plusieurs dizaines de tonnes. Voilà. Donc, la Cour des comptes, je ne vais pas dire va contraindre, mais va fortement inciter le ministère de la Défense à faire des investissements massifs à l'ECPAD pour se mettre en conformité. Et donc, il y a à la fois la création de caissons de conservation qui sont fabriqués sur mesure pour rentrer dans les casemates du Fort d'Ivry, et également tout un tas d'installations dans le fort, station de pompage, récupération des eaux en cas d'incendie, donc révision de toute la voirie, enfin il y a énormément de travaux pour que les pompiers puissent arriver très vite et accès à certains moyens qu'ils n'avaient pas, parce qu'en plus le fort est sur une petite, je dirais pas une montagne, mais une petite colline qui fait que la pression d'eau n'était pas forte, vraiment bref, tout un tas de soucis. Donc tout a été travaillé, au total ça représente plus d'une dizaine de millions d'euros. Et ces fameux caissons surtout, c'est ça qui vous intéresse, des caissons de conservation aux normes parfaites pour conserver à la fois le nitrate, mais aussi les autres supports photos qui eux le nécessitaient. Concernant l'archivage numérique, on est sur du big data assez classique, avec des serveurs qui sont conservés dans des conditions différentes, pas dans les mêmes caissons de conservation. Voilà. En ce qu'il s'agit des documents conservés, comment les envieux ou les intéressés peuvent consulter vos documents? Ben, on a une salle de lecture au Fort d'Ivry, où d'abord le lecteur peut venir exactement comme toutes les autres salles de lecture en France, hein, parce que je rappelle qu'on applique exactement les mêmes lois qu'ailleurs, selon les mêmes critères, avec, c'est là où ça se complique, des plans de numérisation qui ont été massifs aussi également, et donc sur nos 15 millions de photos, on a environ 7 millions on va dire, qui sont numérisés, et dont seulement 400 000 sont en ligne sur un site qui s'appelle Image Défense. Donc vous avez 400 000 photos en ligne, 6,5 millions de photos sur notre base interne, qui alimente progressivement Image Défense. Tous les mois, on bascule de la consultation uniquement interne à de la consultation en ligne. Et le reste, ça reste encore des originaux. Ils ne sont pas numérisés. Donc nous, notre salle de lecture, c'est avant tout des écrans pour consulter les documents numérisés. Ou nativement numériques, pas encore mis en ligne. Et dans certains cas, parce qu'en fait, il y a très peu de chercheurs qui demandent des documents qui ne sont pas encore numérisés, on les sort et on les met dans les meilleures conditions, parce qu'évidemment, la nature très différente de ces formats implique des moyens de lecture très différents également. Donc c'est aussi, le CPAD a vocation aussi à conserver tous ces moyens de lecture qui ont évolué au fil des ans. Donc on a une collection incroyable de magnétoscopes, de tout ce que vous voulez, de projections, pour répondre aux différents formats. Et voilà, donc aujourd'hui c'est un petit mix en fonction de ce que vous voulez voir. Il y a aussi, on a ce qu'on appelle une collection d'albums, qui sont des tirages photographiques, où les personnes peuvent consulter uniquement les tirages. Ils peuvent voir sur notre base de consultation sur place, ou alors en ligne, sur le site Image Défense. Et pour les films, c'est exactement la même chose.
il y a un mix. Là, on arrive à en ce moment même, là, si vous regardez nos réseaux sociaux, on approche du 10 millième film mis en ligne. Et donc, on a créé un petit compte à rebours avec des pépites pour les 10 derniers films. On continuera ensuite, mais c'est un peu notre anniversaire. Et qui sont les publics de CPAD du coup? C'est principalement la recherche? Alors ouais, c'est principalement la recherche, mais pas que. On n'a quasiment pas le public des archives classiques, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le grand public ou le public des généalogistes ou des curieux. Tout ça, on n'a quasiment pas. On a des chercheurs, donc des gens qui viennent faire vraiment, qui sont à partir du master, jusqu'à thèse, HDR et des enseignants ou des chercheurs en labo qui viennent travailler. Et ensuite, on a tout le secteur professionnel, l'édition, les documentaires historiques et l'audiovisuel au sens large, qui viennent illustrer des livres, faire des documentaires, faire des films de fiction parfois. On a aussi des grands réalisateurs qui viennent nous voir, soit pour voir les images d'événements dont ils vont traiter en fiction, soit pour intégrer des images d'archives dans leurs films de fiction. Ça, on a pas mal. Et puis après, oui, on a... Enfin, je dirais que c'est les deux grands volets. Et ensuite, on a le volet pédagogique, où on travaille énormément avec le monde de l'éducation nationale à la fourniture d'images, d'archives dans le cadre des programmes scolaires. Alors ça, c'est un volet qui est pour nous évidemment primordial, c'est l'aide à l'enseignement. Donc à la fois d'un point de vue historique, mais aussi de critique de l'image. C'est-à-dire, vous savez que ça se développe énormément aujourd'hui, c'est apprendre aux plus jeunes à critiquer une image avant de la gober telle qu'elle est. Donc ça, c'est un travail d'archiviste, vraiment. Et encore plus aujourd'hui avec les défis que nous pose l'intelligence artificielle, où vous savez comme moi qu'on peut inventer n'importe quelle image de manière absolument remarquable et très difficile à détecter. Voilà. Ça vous fait un public de quelle taille à peu près? Eh bien écoutez, alors là-dessus on est complètement nul, on ne fait pas de statistiques annuelles. Là c'est quelque chose que j'ai lancé justement parce que je veux qu'on arrive à faire un rapport d'activité un peu comme ça se fait partout dans les services d'archives. Mais oui, c'était pas du tout la philosophie de CPAD jusqu'à présent. Donc on est sur une logique qui va évoluer où effectivement, alors, on a un taux d'occupation, on a une salle de lecture qui est toute petite, hein, c'est 10-12 places, pas plus. C'est un accueil évidemment qui est beaucoup plus personnalisé parce qu'on a moins de lecteurs, donc on peut les accompagner. C'est des demandes qui sont plus compliquées très souvent aussi, donc qui nécessitent un accompagnement, donc ça c'est une chance. Donc vous voyez, ce sont des chiffres qui sont absolument pas comparables, même avec des archives départementales ou encore moins nationales. Voilà. On est sur quelques centaines par an. Vous avez beaucoup de visites sur votre site internet, sur ce que vous avez mis en ligne? Oui. Alors là par contre on a des chiffres de consultation. Ils sont bons, ils sont largement perfectibles. On a du mal encore à faire connaître le site Image Défense. Donc là, on est en train de travailler. L'année 2024, d'ailleurs, sera là-dessus primordiale pour nous, sur une refonte complète de site et de la communication qui va avec le site, puisque c'est ainsi, pensons-nous, avons-nous l'espoir, en tout cas l'objectif, de faire connaître les archives, le patrimoine audiovisuel des armées à un public beaucoup plus large que celui qui aujourd'hui pratique ces archives. Là, on aimerait aller toucher ce qu'on appelle le grand public, qui est une catégorie qu'on a du mal à définir, évidemment. Le grand public, ça ne veut rien dire. En tout cas, un public beaucoup plus large que celui d'aujourd'hui. Alors, et je conclue juste un ajout, c'est que pourquoi on n'a pas ce public de généalogistes, qui est le public favori des archives en France? Tout simplement parce que nous n'avons aucune indexation nominative. Donc, si quelqu'un vient nous voir en disant « je cherche Alexandre Dupont », je suis incapable de lui répondre. Donc, systématiquement, nous, on les renvoie en disant « d'abord définissez l'unité dans laquelle était le soldat que vous cherchez, et une fois que vous avez l'unité, là par contre on a l'entrée. Et ça sera à vous de regarder si vous retrouvez la binette de la personne que vous cherchez. Mais je ne peux pas vous fournir l'image de Alexandre Dupont. Sauf pour les grands officiers, évidemment, où là on a leur nom, les généraux, les maréchaux. Si vous faites une recherche sur le maréchal Leclerc, ça je peux vous sortir les choses. Voilà. Et pour le bon développement de votre établissement, quelles sont vos ressources financières? Vous proposez des formations? Oui. Alors, la particularité, vous l'avez compris, le CPAD, c'est à la fois une boîte de production qui couvre tout le spectre de production, c'est l'opérateur audiovisuel du ministère des Armées dans toutes ses dimensions. Donc on fait de la captation événementielle d'événements, on agit exactement comme la télévision, on a le même matériel, d'ailleurs on est en concurrence avec eux sur tout un tas d'événements. On a aussi toute la chaîne de production classique, et puis on envoie des soldats en opération extérieure couvrir donc l'activité des armées. Ça nous rapporte un chiffre d'affaires, puisque depuis une réforme de l'État, les services de l'État se facturent les commandes
Voilà, on n'appuie pas sur le bouton, c'est-à-dire que le chef d'état-major des armées, s'il a besoin de quelque chose, il n'appuie pas sur le bouton et en disant le CPAD va faire ça. Un de ses services va me commander une prestation, je vais lui facturer la prestation et il me paye. On a une école des métiers de l'image également au sein de la CPAD qui forme les soldats de la famille des métiers de l'image à devenir des opérateurs vidéo ou caméra, enfin film ou photographe ou aux autres métiers de l'image. Et ça aussi, on facture aux armées ces formations. Autre chiffre d'affaires. Donc on est un service d'archives, mais on est aussi un service culturel au sens très large, mais adapté à l'audiovisuel. Donc on fait des expositions, on fait des livres, chiffre d'affaires. On fait pédagogique, pas de chiffre d'affaires, mais par contre, on vend nos images, puisque les archives audiovisuelles échappent à tout le corpus juridique sur la réutilisation gratuite des données publiques. Pourquoi ? Parce que les archives audiovisuelles sont grevées de droits d'auteur. Et donc dès qu'un document a un droit d'auteur, il n'est plus concerné par la réutilisation gratuite. Donc toute personne qui veut utiliser les archives doit payer. Et ça, nouveau chiffre d'affaires. On rentre en coproduction également avec des documentaristes, des boîtes de prod qui font des documentaires qui vont à la télévision. Vous en avez forcément vu, vous verrez. D'ailleurs, il va y en avoir pas mal là, en 2024. Une coproduction XXX et le CPAD. Chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, le CPAD a un budget global de 25 millions d'euros, dont environ 5 millions d'euros de ressources, ce qu'on appelle les ressources propres, qui sont le chiffre d'affaires de le CPAD. Ce qui fait aussi de le CPAD, et c'est là où on est une structure totalement atypique, quelque chose avec des missions de service public pur et dur, donc tout gratuit, on ne parle pas d'argent, et également à côté de ça une petite entreprise qui doit faire rentrer de l'argent en permanence. Donc moi je suis à la fois quelqu'un qui dépense beaucoup d'un côté et qui ne rapporte rien à l'État, ça c'est la valeur patrimoniale, et d'un autre côté un chef d'entreprise qui doit faire rentrer des sous pour boucler mon budget. Donc c'est plutôt sympa, c'est intéressant. Et apparemment le CPAD gère aussi la régie publicitaire des revues des armées. Ouais. Autre chiffre d'affaires. D'accord, donc c'est dans la même logique finalement. Oui, alors ça c'est un peu, c'est pas anecdotique, mais c'est un peu le fait de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment, personne ne savait où mettre ça. C'est pas forcément une des missions évidentes de l'ECPAD, mais on nous l'a confié, partant du principe que comme on avait des images qu'on vendait, et que souvent les encarts publicitaires, il y avait des images, on allait faire ça très bien. Donc on gère les abonnements des revues des armées, ainsi que les régies publicitaires. Ce qui nous fait du chiffre d'affaires. D'accord. Voilà. Donc oui, c'est une palette On considère qu'à l'ECPAD, il y a 55 métiers à peu près. Voilà. Oui. Beaucoup plus que dans un service d'archives normal, ce qui est normal, vous avez vu l'étendue des choses. 55 métiers pour un personnel de quelle taille ? 257 personnes. Quel ratio entre civils et militaires ? 80% de civils, 20% de militaires. Et au sein de ces 80% de civils, 65% de contractuels. Ce qui fait encore de nous un ovni. C'est-à-dire que dans la fonction publique, il y a majoritairement des fonctionnaires. Nous, on est majoritairement des contractuels. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des métiers qui n'existent pas dans la fonction publique. Les métiers de l'audiovisuel n'existent pas. Donc on va chercher des gens là où ils sont, donc dans le secteur privé. Voilà. Et l'autre particularité, c'est qu'on a quasiment un équilibre parfait entre hommes et femmes. Ça aussi, c'est une grande originalité. Pourquoi ? Même si on a mis des politiques incitatives, c'était assez facile, puisque le métier des archives et le métier de l'audiovisuel sont déjà des métiers très féminisés. Donc sur toutes nos ouvertures de postes, on a énormément de candidatures féminines, ce qui fait qu'on est des bons élèves de la parité. Voilà. Et avec d'ailleurs une architecture vraiment, une colonne vertébrale de cadres féminins de moins de 40 ans. Ça aussi détonne un peu au sein du ministère des Armées. Voilà. Je suis le chef de femmes très compétentes, très jeunes et qui tiennent la boutique. Voilà. Chef heureux. Je vois que c'est une fierté. Oui, absolument, c'est pour ça que j'en parle. Oui. Le plafond de verre a été cassé chez nous. Voilà. Et alors, quels sont vos futurs projets pour le CPAD ? Alors on me pose souvent la question et je suis toujours embêté de répondre parce que les projets sont très différents selon les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire souvent on a un ou deux projets phares. Nous en fait on a un ou deux projets phares par secteur d'activité. Donc pour les archives, puisque ça c'est quelque chose qui vous intéresse tout particulièrement, il y a deux grands projets, on va dire. Voilà, il y en a plein d'autres, mais il y en a deux grands. Un, c'est enfin faire un récollement. Toujours pas de récollement au sein de l'ECPAD. Donc il est lancé, il sera normalement terminé fin 2026, un récollement de l'entièreté de nos archives, ce qui nous permettra ensuite d'enclencher une politique de sélection rétroactive
puisque autant dans la production de l'ECPAD et de ses ancêtres, on a la maîtrise de ce qui a été produit et on ne détruira rien, autant dans tout ce qui a été versé en bazar là pendant 20 ans, on a les arbres de Noël de tous les régiments, les pots de départ de tous les adjudants, adjudants-chefs, sergents-chefs, absolument passionnant, hein, donc on va faire un peu de sélection dans tout ça, on éliminera. On a mis maintenant une politique de sélection à l'entrée. Un arbre de Noël, si vous prenez 2-3 photos, ça suffit. C'est pas la peine d'en avoir 500 avec l'adjudant Mage Pro qui est déguisé en Père Noël, on s'en fiche. Hein, faut quand même... Pareil, on fera un peu d'échantillonnage parce que ça relève aussi de la culture militaire et de comment. Ça, c'est sûr, mais pas garder toutes les unités. Donc on fera ça. Et ensuite, ça définira aussi la politique de numérisation. Là, on vient d'arrêter. On s'est dit, on va pas continuer à numériser des choses dont finalement, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, quoi. Donc, les grandes périodes historiques sont toutes numérisées, donc on peut travailler. Les fonds privés sont numérisés, on peut travailler. Et maintenant, pour la production plus récente, c'est-à-dire à partir des années 70, on arrête de numériser, on récolle, on détermine et on fait une vraie politique archivistique, sélection, numérisation, mise en ligne. Et le deuxième grand projet, c'est la refonte complète de notre plateforme d'archivage électronique, voilà, qui maintenant atteint ses 10 ans, qui d'un point de vue technologique est complètement dépassée. Donc il va falloir revoir complètement l'architecture, les logiciels, et évidemment c'est une conséquence aussi sur la mise en ligne et les choix de fonds qui seront mis en ligne. Voilà, ça c'est les deux grands projets par exemple. Pour la production, on est en train de basculer dans une nouvelle ère, à la fois de production de type numérique, c'est-à-dire pour répondre aux nouveaux usages numériques aujourd'hui, des réseaux sociaux, des formats courts, des formats carrés, ce qu'on appelle les nouvelles écritures, donc allant du webtoon, c'est d'origine coréenne, si vous devez connaître ça. Voilà, toutes les écritures qui existent, on est en train de travailler sur ces sujets-là parce que on doit pouvoir répondre à nos commanditaires du ministère sur toutes les capacités possibles et inimaginables. On fait déjà de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, du drone, du 360, on fait déjà tout ça, mais il faut toujours aller plus loin, il faut toujours tenir. Et dans nos capacités de captation événementielle également, c'est de faire de la régie déportée, un peu comme les matchs de foot. Voilà, c'est-à-dire que vous avez uniquement des cadreurs qui sont sur le terrain de foot, qui filment le match, et la régie, elle est ailleurs. Elle peut être à Paris, alors que le match de foot est à Istanbul. C'est pas un problème. Voilà. Nous, on n'était pas très bons là-dessus. Là, ça y est, on vient de se doter de tout le matériel, mais on doit finir ce projet, et ça va complètement révolutionner aussi notre manière de travailler, et peut-être notre manière de travailler aussi en opération extérieure, puisqu'aujourd'hui, un des problèmes des opérations extérieures, c'est pas un secret défense, c'est comment de rapatrier les images qui sont prises aux quatre coins de la planète en temps réel à Paris, de manière sécurisée. Donc, vous voyez, il y a un travail... Voilà, ça c'est un exemple. Les formations, on a une réflexion en ce moment, parce qu'on forme au métier de l'image, mais on ne forme pas au métier de la communication. Est-ce que l'école va s'étendre aussi à cette capacité de former maintenant les officiers communication? Ce pas les mêmes métiers. Voilà. Et en valorisation, là on est en pleine refonte du pôle, qui aujourd'hui donne des résultats absolument exceptionnels sur notre justement capacité à aller chercher des nouveaux publics à travers des livres, des expositions, des activités pédagogiques, des activités de recherche, etc. Aller dans des festivals. Voilà, on n'était pas super bon. Aujourd'hui, on a vraiment des résultats qui sont... Enfin, en tant que directeur, je suis hyper satisfait du travail. Hors OPEX, quelle est votre politique de collection d'ailleurs? C'est-à-dire, est-ce que vous collectez des choses... vous avez mentionné que le CPAD collectait les activités de l'armée, mais aussi en temps de paix, donc qu'est-ce que ça recouvre? Alors ça recouvre toute la partie très opérationnelle, que ça soit à l'extérieur ou que ça soit sur le territoire national, parce que l'armée aujourd'hui œuvre sur le territoire national, des opérations intérieures, hein, vous avez vu l'opération Sentinelle, vous avez vu Vigipirate, etc. Il y a la reprise des grands exercices, donc si vous avez suivi l'actualité, c'était Orion, c'est la première fois que la France refaisait depuis 20 ans un grand exercice sur le territoire national en terrain libre, c'est-à-dire en ville, dans les champs, etc. Donc ça, on a tout capté, tout filmé, etc. C'est aussi accompagner l'armée dans ce qu'on appelle, non pas des opérations, mais sur des lieux où l'armée stationne à l'étranger. Et puis après, il y a la vie courante du ministère. Donc là, il y a tout ce que vous voulez, vous pouvez imaginer dans la vie d'un ministère, de cérémonies, comment dire, de choses qui sont inaugurées, enfin, tout ce qui a un sens pour justement l'histoire du ministère, parce qu'il y a une histoire administrative, il y a une histoire aussi de l'organisation, l'histoire avec la Direction Générale de l'Armement, des essais d'armement, de nouveaux armements, etc. Parce qu'on a cette capacité d'aller filmer dans des endroits où les autres ne vont pas, puisqu'on est habilité, aussi bien d'aller au combat que d'aller dans des zones protégées par le secret de la défense nationale. Et en particulier sur tout ce qui est armement.
D'accord. Voilà. Ça, je le dis, c'est pas un secret. Voilà. Ce qui est un secret, c'est après on communique plus. Voilà. Mais il y a des essais de missiles dont on parle dans la presse. Bah, nous, on est amené évidemment à envoyer des opérateurs filmés. À présent, Monsieur Vessière, l'entretien arrive à sa fin. Nous allons terminer par une ultime question. Vous, directeur de l'ECPAD, avez-vous des suggestions et des idées de débouchés pour de jeunes fringants archivistes comme nous? Surtout si vous êtes fringant, j'en ai. Oui. Le monde des archives audiovisuelles au sens large, et le CPAD en particulier, est confronté à un problème de recrutement d'archivistes. La raison principale est qu'il y a très peu de formation finalement dans les masters, et même à l'école des chartes, à l'école du patrimoine, sur les formats audiovisuels, sur la manière d'archiver l'audiovisuel. Et donc, ça crée, on le voit bien dans la communauté des archivistes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, une réticence à se diriger vers ces postes. Moi, j'ai 100 fois, quand j'en parle autour de moi dans ma communauté professionnelle, des collègues que je connais ou que je ne connais pas qui me répondent « Ah ouais, mais j'y connais rien en audiovisuel ». C'est pas grave. Ce qu'on cherche quand on recrute un archiviste, avant tout, c'est qu'il ait été formé aux méthodes archivistiques. Et ça, les méthodes, elles ne changent pas. Si vous n'avez pas la formation technique, nous, on va vous la donner. Je pense que dans tous les archivistes qu'on a recrutés, y compris au niveau conservateur du patrimoine, et je m'inclus dedans, on n'était pas spécialisé dans les archives audiovisuelles. Et on a appris à la fois de manière continue au sein du service et par des formations qui sont essentiellement distribuées par l'INA. Mais on a appris au fur et à mesure. Et ensuite, on a des équipes de techniciens. Mais moi, ce que je recherche, c'est des archivistes qui ont les méthodes. C'est ça ce que je veux. Voilà, qui sachent tout le b.a.-ba d'un archiviste, un plan de classement, comme les normes de description, comment se fait la collecte, le cadre juridique, etc., etc. Et après, on le décline d'un point de vue technique, mais d'un point de vue technique, vous serez toujours accompagné. Voilà ce que je peux proposer à de jeunes archivistes fringants. Très bien. Donc vous pouvez nous embaucher dès septembre 2024 alors. Il y a des postes. Très bien. Il y a des postes vacants. Donc, très bien. Donc nous vous remercions, Monsieur Laurent Vessière, pour cet entretien. Nous tenons aussi à remercier l'équipe technique pour le bon déroulement de cette interview. Il est donc 14h24 et nous allons arrêter l'enregistrement. Eh bien, à mon tour de vous remercier très sincèrement pour votre invitation. Vous faites les questions de la salle sur l'enregistrement? Si, vous faites les questions de la salle sur l'enregistrement. Autant pour moi. On a fini la personne. Interview, maintenant c'est Deuxième partie. Alors. question du public. Des questions? Oui, peut-être. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, parce que vous aviez dit qu'il n'y avait pas de statistiques, mais sur le public étranger, est-ce que vous savez la part du public étranger Alors, nous avons du public étranger en salle, encore plus spécialisé que le public français souvent, qui viennent vraiment pour des choses très précises, et que ça soit autant des documentaires, encore une fois. Et là, ça va, dernièrement, on a une équipe coréenne qui est venue, qui viennent chercher en fait des archives sur les conflits qui se sont déroulés souvent dans leur pays, pour réaliser des documentaires, que des chercheurs, généralement d'un très bon niveau. Parce que là, vous retombez sur le régime un peu général. Quand vous êtes jeune chercheur, vous n'allez pas forcément à l'autre bout de la planète pour vos archives. C'est normal. Les premières années de recherche, on essaie quand même de vous mettre sur des archives qui ne sont pas trop loin de chez vous pour que vous puissiez travailler plus aisément. Donc on a quand même quelques doctorants ou encore plus avancés dans le domaine de la recherche, que ce soit des gens de laboratoire ou des enseignants en université. Ouais, ça, on en a quelques-uns. C'est pas énorme, mais on en a quelques-uns. Proportionnellement, on a plus de professionnels de l'audiovisuel du monde entier qui nous demandent des choses. Moi, j'aimerais revenir sur la question de la collecte de vos documents. Y a-t-il des conditions pour la collecte de ces documents et sur les dépôts de vos documents? Je reviens à ce que je disais précédemment sur le besoin d'archivistes. Ce que l'on demande en matière de collecte, c'est exactement ce qu'on demande pour les conditions de versement de documents papier ou de documents ce que vous voulez, peu importe le format. Les méthodes, elles sont les mêmes. Il y a les problèmes de description, les problèmes de sélection, enfin, on va retrouver exactement les mêmes problématiques. C'est pour ça que je parle de méthode. La méthode, après, on la décline selon les formats et c'est ça dont on a besoin. Donc c'est toujours pareil. Un travail avec le service versant,
l'accompagner, parce que c'est à lui que revient le travail de description initiale, dans un bordereau de versement, etc., etc. La sélection, alors la sélection est encore plus forte dans le monde de la photographie en particulier, avec un mot anglo-saxon. On parle d'editing, alors que nous on parle de sélection chez les archivistes. L'editing, le photographe, qu'il soit privé ou public, il a une production aujourd'hui, comme hier en argentique, il a une production. Et il va éditer. On parle d'éditorialisation. Rien à voir avec le monde de l'édition. Vous avez une exposition en ce moment au musée de l'Armée qui s'appelle Éditorialisation d'un fonds. Les gens ont du mal à comprendre, mais en fait c'est du verbiage technique du monde des photographes. C'est qu'on fait un choix des meilleures photos. C'est ce que vous voyez parfois dans les expositions, sur les planches contact des grands photographes, où lui-même a recadré, a choisi la celle qu'il allait prendre, etc. Nous, dans ce secteur de production publique, un photographe fait 200 photos. Allez, je prends un exemple de la semaine dernière. Conseil d'administration de l'ECPAD. J'ai un photographe qui prend des photos un peu de ce qui se passe, parce qu'on veut en garder une trace et qu'on va ensuite faire une communication sur cette tenue, le conseil d'administration de l'ECPAD. Il va prendre 50 photos. Il va faire son travail d'editing, c'est-à-dire qu'il va retenir les 15 meilleures photos. Et c'est ça qui sera versé. Donc la sélection, elle est un peu différente. On n'est pas forcément en train de réfléchir à l'intérêt juridique, l'intérêt administratif. Mais c'est plutôt aussi la qualité de la photo, parce que si le bonhomme il fait c'est tout flou d'abord, ou alors lui il fait une grosse grimace, ça on l'écarte. Vous voyez, ce sont des critères qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, mais ça revient quand même à un travail de sélection. Ça ne porte pas le même nom, ça n'a pas forcément les mêmes critères, et il faut quand même accompagner, parce que un photographe va peut-être se dire ces photos-là je m'en fiche, ça n'a aucun intérêt, et nous en tant qu'archiviste on va dire tac 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 tac, ces photos elles ont un intérêt. Parce que nous on voit autre chose que toi tu n'as pas vu. Donc il y a un dialogue qui se met en place. Et après, ça doit répondre aux critères de versement, critères techniques cette fois-ci. Voilà. Et là, on a des préconisations sur le nommage des fichiers, sur, etc., etc. Enfin, comme ailleurs. Concernant votre budget, est-ce que vous trouvez que c'est suffisant ou vous en attendez plus? On en veut toujours plus, c'est normal. Non, on a beaucoup de chance. On a aujourd'hui un budget qui est suffisant pour mener nos missions, avec cette part de ressources propres. Et lorsqu'on a besoin de quelque chose, on le demande au ministère, et on le justifie, et on a l'immense chance d'avoir toujours convaincu le ministère de nos besoins. Ça, je ne remercierai jamais assez le ministère. Voilà. Le récollement, je n'avais pas le budget, je suis allé voir les instances, la direction des affaires financières, dans le cadre d'un dialogue de gestion, et j'ai dit, voilà, j'ai ce projet qui n'était pas prévu. Il est indispensable, j'ai expliqué pourquoi, comment, etc. Quels allaient être les bienfaits aussi, puisque à terme, qui dit moins une sélection, moins de conservation, etc. Ne pas tout numériser uniquement ce qui en le mérite. Tout ça, ça va faire baisser les coûts. Donc, investir à un moment donné va permettre de moins dépenser plus tard. Et on m'a donné 1,5 million d'euros pour faire mon récollement. Voilà. On a de la chance, c'est un ministère qui a encore des moyens, même si vous l'avez vu, il a des gros moyens en matière de matériel, etc. Parce que les priorités en ce moment, avec le contexte international, évoluent tout le temps. Mais quand le CPAD fait une demande, et comme on est des gens, on essaie d'être les plus sérieux possibles et les plus raisonnables, on est écouté et on a la chance surtout d'être, nos vœux sont exaucés. Donc aujourd'hui, non, en réalité, j'ai pas besoin de plus d'argent. Voilà, dans le cadre des missions qui me sont confiées aujourd'hui, j'ai suffisamment d'argent. Par contre, parfois on me dit qu'il faudrait augmenter vos ressources propres. Donc augmenter mon chiffre d'affaires. Là, je dis c'est pas possible. Parce que là, je suis à saturation de ce que je peux faire. Nos équipes aujourd'hui à l'ECPAD ne peuvent pas travailler plus. Le carnet de commandes est complet. Si aujourd'hui on voulait augmenter nos ressources propres, là je demanderais non pas de l'argent, parce que c'est moi qui le gagnerais l'argent, mais des gens. Comme toute entreprise, quand une entreprise se développe, il y a un moment, elle engage pour créer du chiffre d'affaires. Donc il y a un moment, elle recrute du monde, ça lui coûte plus d'argent, mais avec l'intention de se développer et de faire entrer évidemment des ressources, du chiffre d'affaires, etc. Et ça, à partir du moment où l'administration nous cantonne à un certain nombre d'agents et que mon carnet de commandes est plein, je ne peux pas faire mieux. C'est pas possible. Je peux même pas vous dire je vais aller chercher des nouveaux commanditaires. Je ne peux pas faire plus. J'en refuse déjà. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais gagner plus d'argent. On est dans une situation un peu folle, mais ça, c'est un peu la schizophrénie de l'administration. C'est-à-dire que vous avez un plafond d'emploi, vous ne pouvez pas avoir plus de gens. Et à côté de ça, on vous demande de gagner plus d'argent avec plus de gens. Non, pas possible. Voilà. Mais sinon, c'est une entreprise qui se porterait très très bien. Je pense je dis pas qu'on doublerait notre chiffre d'affaires, mais on pourrait aller chercher 1 ou 2 millions d'euros supplémentaires, ça, sans problème. Sans problème. Mais je peux pas. Qui dit
passage de l'ECPAD en centre d'archives dit aussi utilisation des ressources de l'ECPAD comme source pour la recherche historique. Moi, je voulais vous poser une question sur votre regard sur la recherche historique en France. Trouvez-vous qu'elle utilise suffisamment la photo, suffisamment la vidéo comme de véritables sources, comme de véritables matériaux de recherche? Alors, très clairement, non. La réponse, elle est relativement simple aujourd'hui. Et on le sait, hein, il y a... Parce que pour moi, ça renvoie à un problème de formation initiale. Nous ne sommes pas collectivement assez formés à l'audiovisuel. Et les historiens, dans leurs différents contemporanéistes évidemment, n'ont pas le réflexe naturel d'aller regarder les sources audiovisuelles sur leur sujet de recherche. Et je suis frappé depuis... On a créé un conseil scientifique de l'ECPAD il y a maintenant 1 an. Je suis frappé de voir des... Je ne les citerai pas, ce n'est pas forcément des gens du conseil scientifique, mais on en parle beaucoup avec le conseil scientifique, des grands noms de la recherche française à qui on montre les sources audiovisuelles de leur sujet de recherche et qui disent « Oh, si j'avais su, je serais venu vous voir et je n'aurais pas écrit forcément ce que j'ai écrit de la même manière. » Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a, alors pour nous, des champs encore à développer. Pour les historiens, une relecture peut-être de certains de leurs travaux, et puis surtout la mise en place de programmes de recherche, d'étudiants à tous les niveaux sur nos sources, qui sont effectivement très peu exploitées. Mais je pense que le CNC, je pense que la médiathèque de la photographie du patrimoine, je pense que l'INA pourrait vous dire sensiblement la même chose. Il y a un problème de formation, de critique de l'image, d'utilisation de l'image dans le cadre des travaux de recherche. Donc d'un côté c'est bien, plein de perspectives, et puis d'un autre côté c'est dommage. Mais gardez toujours le verre à moitié plein. Donc il y a du boulot pour les étudiants et pour les chercheurs de manière générale. Mais vraiment, enfin, on le voit sur des aspects. Parler d'un document, alors qu'on a le film, là je pense au Rwanda par exemple, un sujet délicat. Lorsque la commission présidée par Vincent Duclerc est venue nous voir, ils avaient des suppositions. Ils ont trouvé en fait les images et les enregistrements audio qui corroboraient les suppositions. Personne n'y avait pensé jusqu'à présent. Ils ont, dans le rapport qui a été publié ensuite par Vincent Duclerc et son équipe, vous avez des retranscriptions intégrales de séquences audio et vidéo d'équipes de l'ECPAD, de découvertes de charniers, de découvertes de victimes qui témoignent. Personne n'avait pensé à venir nous voir en demandant alors, vous avez quoi? Voilà. Donc, et on est sur des sujets graves. Et comme document, vous avez aussi, excusez-moi, vous avez aussi des peintures, des gravures, ce genre de choses? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Du tout. Alors, la chance, encore une fois, du ministère des Armées, c'est qu'il y a d'autres institutions qui conservent cela. Donc, d'abord, il y a ce qu'on appelle la collection du ministre, qui s'enrichit depuis le Premier Empire, de peintures, de gravures de guerre, etc., avec ce qu'on appelle les peintres officiels des armées, là, qui est conservé par le service historique de la Défense. Et puis ensuite, on a à la fois nos 3 grands musées, que j'ai cités tout à l'heure, et toute une constellation de musées de l'armée de terre, au nombre de je ne sais plus combien, 14, 15, 16, je ne sais plus, qui, par armes, là, le musée du génie, musée des troupes aéroportées, musée de la cavalerie, musée de l'infanterie, conserve également des collections patrimoniales vraiment de première importance. Donc on est, encore une fois, deuxième acteur culturel de l'État, c'est un peu pompeux, mais en réalité, on a une organisation patrimoniale qui nous permet de couvrir par spécialité le spectre complet de la production artistique. Comment garantissez-vous la pérennité de vos archives par rapport à l'utilisation des outils numériques? Alors ça, oui, alors, très bonne question, auquel je crois personne n'a la réponse. Une photographie, aujourd'hui, on sait que la viralité d'une image, en particulier avec le numérique, n'est absolument pas contrôlable. Impossible. Donc, j'ai à la fois pas de réponse et à la fois vous décrire le système actuel. C'est-à-dire qu'une photo, une fois que vous l'avez mise sur Twitter, vous le savez comme moi, vous êtes tous, j'imagine, des grands utilisateurs des réseaux sociaux. Voilà, elle vous échappe. Et pourtant, derrière, il y a le régime de communication, de communicabilité, le droit d'auteur, qui est fondamental,
Et tout ça, parfois, ces droits peuvent être bafoués, en particulier le droit d'auteur, où l'image est réutilisée à droite à gauche, parfois par des organes de presse français, étrangers, etc. Voilà. Et il y a des agences d'images qui, elles, font la chasse, ont des outils sur Internet pour aller voir si une photo de M. Douaneau a été utilisée à tel endroit et exiger des droits. Nous, on n'est pas organisé pour ça, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans cette philosophie. Mais pourtant, le CPAD est également garant des droits d'auteur des œuvres. Là, cette fois-ci, je ne parle plus d'archives, des œuvres, c'est la même chose, mais des œuvres qui sont conservées. Donc c'est un grand enjeu, et encore plus aujourd'hui. Et il nous arrive quand même, parce qu'on a une petite veille, même si on n'est pas organisé comme le sont ces agences d'images, pour aller dire à tel ou tel organe de presse, dites donc que vous avez publié en page 1 une très belle photo, vous nous devez de l'argent à nous pour que nous, ensuite, on puisse payer l'auteur. Parce que c'est ça, en fait, derrière. Hein. Parce que si moi, je ne le fais pas, et que l'auteur voit que sa photo a été publiée, et que moi, j'ai rien dit, il vient me faire un procès. Pour me dire, dites donc, ma part, elle est où? Voilà. Ce qui est normal, hein, c'est pas une critique du système de ma part. C'est comme ça. Et la France, vous savez, est le pays le plus protecteur au monde du droit d'auteur. Il n'y a pas mieux. C'est nous qui l'avons inventé, d'ailleurs. Voilà. Donc... Et est-ce que les soldats ont droit au droit d'auteur? Oui, depuis la loi d'Afsi, en 2006, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y a une loi en France qui reconnaît le droit d'auteur aux agents publics. Et les militaires sont des agents publics, comme les fonctionnaires. Et ça, c'est une grande nouveauté, parce que jusqu'à présent, on disait à un militaire, tu fermes ta bouche, tu obéis, tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu fais des photos, tu nous donnes tes photos, puis tu dégages. Enfin, t'as rien à dire. Voilà. Le problème de la loi d'Afsi, c'est que le ministère de la Culture devait prendre des décrets d'application qui allaient encadrer le droit d'auteur et préciser comment ça se... Le ministère de la Culture n'a jamais pris ces décrets d'application, je ne fais pas de commentaires. Et donc, le CPAD a fait le choix quand même d'appliquer la loi, et nous avons fixé nous-mêmes un taux de rémunération de nos auteurs. Donc d'abord, on fait signer des contrats avec nos auteurs, on discute avec eux, est-ce qu'ils nous cèdent leurs droits, est-ce qu'ils veulent garder leurs droits, ça c'est une liberté. Il y a beaucoup de militaires qui veulent céder leurs droits à l'armée, à le CPAD, d'un point de vue juridique, en disant non, c'est ma condition de soldat, je travaille pour le pays, etc. Enfin, il y a tout un tas de considérations déontologiques, éthiques, voilà. Donc ils nous cèdent leurs droits, donc cela, on peut utiliser leurs images comme bon nous semble, sans verser quoi que ce soit. Et puis il y a ceux, et c'est tout aussi légitime, qui disent, bah oui, moi je veux une rémunération sur les utilisations de la photographie ou du film que peut faire le CPAD ou une tierce personne. Et donc là, on décide au cas par cas de comment sera rémunéré l'auteur. Voilà. Donc par exemple, je vais vous donner un cas très concret. Une entreprise privée qui gagne un marché public pour faire la campagne de recrutement de l'armée de terre. Elle a besoin de photographies qu'elle a identifiées qui sont à l'ECPAD. Le CPAD va vendre les images à cette entreprise. On a une grille tarifaire très précise. Et nous rétribuons le photographe, qui aujourd'hui d'ailleurs est un photographe plutôt de talent, qui fait une carrière privée. Donc en plus, qui a besoin de cet argent, parce que ses revenus, ce sont ses produits de sa production, toute sa carrière de photographe. Il n'est pas salarié aujourd'hui. Voilà. Donc il est normal que la production, parce que la loi, je dis il est normal parce que la loi le permet, qu'il puisse toucher quelque chose. Ce sont ses revenus. Et en plus, sur une vente comme ça, nous on le vend quand même assez cher. Derrière, ce sont des gros contrats. Et donc il a une rémunération assez importante. Donc c'est vraiment pour lui, je ne vais pas dire vital, mais pas loin, en tout cas dans le cadre de ses revenus. Voilà. Donc ça demande aussi un travail très important souterrain que personne ne voit, mais que nos anciens opérateurs ou nos opérateurs actuels apprécient, pour ceux qui ont demandé à percevoir des droits. L'accès à la salle de lecture et aux documents qui y sont liés est gratuit? Tout à fait. Oui, il faut bien distinguer la communication et ensuite la réutilisation du document. Et c'est là, on a une grille qui est très large. Un chercheur qui veut utiliser des photographies pour son mémoire, c'est gratuit. On est dans le cadre de notre mission de service public. Il n'y a pas de problème. Le même mémoire qui va être publié par une maison d'édition, bah là on va discuter avec la maison d'édition. Elle en prend combien? Enfin, il y a tout un tas, une grille tarifaire. C'est la taille de la photo, le tirage du livre, est-ce que c'est la couverture, est-ce que c'est un huitième de page, un quart de page. Enfin, on discute, on négocie et ils nous payent des droits. Voilà. Et nous, on va en cascade voir si on paye des droits ensuite à l'auteur. Pour les documentaires audiovisuels, c'est pareil. Voilà. Quand on fait une exposition,
on regarde toujours, est-ce que l'entrée est gratuite ou pas. Donc c'est pour ça que les expositions de CPAD sont quasiment toujours gratuites. Parce qu'à partir de là, on contacte l'auteur et on lui dit, voilà, on fait une exposition entrée gratuite, et 100% des auteurs disent, si c'est entrée gratuite, je ne vous demande pas d'argent. Dès qu'il y a génération d'argent, c'est-à-dire entrée payante, vente de livres, là l'auteur nous dit, bah moi je veux ma petite part. Encore une fois, c'est normal. Mais je rends hommage, j'en profite à nos anciens opérateurs qui, dès que l'entrée est gratuite et qu'on est vraiment dans une mission de service public, de faire connaître l'action de nos armées, de faire du pédagogique, parce qu'on fait énormément de pédagogique en gratuit, disent non, non, c'est normal. C'était mon boulot aussi lorsque j'étais militaire, donc il n'y a aucun souci, je ne demande rien. Voilà, donc c'est un travail de négo permanent, en amont, en aval. Peut-être une dernière question pour finir, allez, je la pose, puisque vous avez parlé de la question des valeurs autour de la communicabilité. Est-ce que vous pourriez nous expliciter un peu plus quelles sont vos valeurs autour de cette question? Alors, moi j'étais donc biberonné à la CADA, donc mes valeurs elles sont celles-là, c'est-à-dire qu'en France, dans notre beau pays, il y a un principe du droit qui est la libre communicabilité. Et ça j'y suis mais fondamentalement attaché. Et ensuite, la loi a prévu des exceptions. Et ces exceptions sont très encadrées, à la fois par une doctrine, essentiellement la doctrine de la CADA, et ensuite par de la jurisprudence, donc donnée par les tribunaux, tribunal administratif, cour d'appel administrative et conseil d'État. Donc à partir de là, moi mes valeurs c'est celle-là, c'est le respect de la loi et de la doctrine qui interprète la loi, et de la jurisprudence. Je ne suis pas là pour protéger des secrets. Mon boulot, c'est pas ça. Mon boulot, c'est de donner le plus possible accès aux citoyens, aux demandeurs, accès à mes archives. Et lorsqu'il y a un secret prévu par la loi, protéger ce secret. Voilà. Pour moi, ma mission, elle est très claire. Le reste, pardon, mais c'est du blabla, quoi. J'entends plein de choses, ça m'est étranger. Je ne suis pas là pour protéger les secrets de l'État. Ma conception, c'est pas celle-là. La loi. On est dans un pays démocratique, il y a un gouvernement, un système parlementaire, voilà. N'en déplaise à certains, il y a la loi. Et la loi, elle est très claire, elle est très précise, il faut l'appliquer. Et le travail de l'archiviste dans cette matière-là, c'est d'appliquer strictement la loi et de surtout pas, lui, se donner le droit d'interpréter la loi. Parce que d'autres gens qui, eux, dans ce métier, encore une fois, la CADA et les juges, c'est leur boulot d'interpréter la loi. Voilà. Donc on doit agir dans ce cadre-là. Par contre, il y a la couche supplémentaire, on l'a abordée, qui est le problème de la classification, qui échappe à la loi. Et là, c'est là aussi, mais il échappe à la loi parce que le législateur a voulu que ça échappe à la loi. Donc là aussi, en fait, c'est pas un problème d'archives, c'est un problème démocratique. Est-ce qu'on veut un système qui échappe à la loi, qui dit à partir du moment où je mets une couche de classification au-dessus, il n'y a aucun recours possible, à part dans le cadre très précis d'une enquête et d'un procès avec demande au juge, etc., et une commission ad hoc. Voilà. Mais pour monsieur et madame tout le monde, il n'y a aucun recours. Bon, voilà. Là aussi, je ne commande pas. Je suis respectueux de la loi a prévu ce système, donc je l'applique, sans état d'âme, parce qu'on est encore dans un pays démocratique où les lois sont votées. Voilà. Je suis fonctionnaire, et ce n'est pas des ordres illégaux. Donc, voilà. C'est assez simple. Donc pour moi, mes valeurs, c'est ça. Mais il y a un principe fondamental, c'est la libre communicabilité. Et ça, le législateur est très clair là-dessus. Maintenant, la loi a été réécrite dans ce sens-là. Ce n'était pas le cas de l'ancienne loi de 1979, qui était mal fichue, où on disait il y a un délai de 30 ans. Bon. Non, aujourd'hui, tout est librement communicable, sauf. Voilà. Donc les saufs doivent être bien définis, et tout le reste, on le donne. Voilà, c'est tout. Bien, merci. Merci beaucoup.